Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images? Qu'est-ce que ces images disent de nous? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Vas-y. Allora, euh, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Léa Chamboncel dans le podcast Admirare. Je suis très heureux parce que c'est une des premières femmes, c'est même, je crois, la première femme de cette saison 2, alors que je harcèle à peu près toutes les personnes qui m'intéressent pour qu'elles disent oui. Donc, quand vous Tu peux écouterez... pas harceler les femmes, par contre. Oui, je sais, c'était une blague, blague volontaire. Donc voilà, dites oui les femmes à ce podcast, parce que j'essaie vraiment de faire 50-50, et c'est pas facile d'obtenir des oui de la part de mes invités ou potentiels invités féminines. Voilà, bonjour Léa. Bonjour, Mickaël. Alors, en fait, je t'invite aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez drôle, j'espère. C'est qu'en fait, dans une ancienne vie, j'étais enseignant. Et souvent, j'incitais les filles à venir au tableau en leur disant, bah, en fait, c'est là que ça se passe, il faut prendre des risques, il faut vous exposer, il faut vous entraîner à prendre la parole. Vous n'êtes pas moins intéressante que les mecs, mais les mecs, eux, ils vont au tableau. Donc si vous voulez le pouvoir, bah, prenez-le, venez au tableau. Et souvent, elles avaient du mal à se confronter, elles avaient du mal à assumer ce qu'elles désirent, le chemin qu'elles avaient envie de faire. Et bon, voilà, j'ai fait ma part, mais à mon avis, c'est là que ça se passe. De temps en temps, tu as des gens qui te tendent la main, mais c'est quand même relativement rare. Si tu veux quelque chose, faut le prendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui, parce que je crois que tu le prends. Tu fais les choses, tu fais ton chemin. Voilà, donc c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, je suis heureux aussi parce que tu es une femme, ce qui permet encore une fois d'essayer d'avoir 50-50 sur le podcast, ce qui est pas facile. J'ai aussi pas mal de retours de femmes que j'ai croisées qui écoutent tes différents podcasts, que ça inspire, donc c'est aussi l'intérêt de t'inviter aujourd'hui. Donc tu suis ton chemin vers plus de liberté, plus d'accomplissement, plus de toi-même aussi. Et au fond, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure en off, mais c'est un peu ce que je défends. C'est-à-dire, peu importe ce que les gens font, tant qu'ils sont dans leur vérité, qu'ils le font à fond, qu'ils vont au bout de leur désir, je suis toujours plus admiratif de quelqu'un qui va au bout de son désir, même si ce qu'il fait, ça m'intéresse pas du tout, plutôt que de quelqu'un qui fait un truc qui m'intéresse, mais à moitié, ou parce que ses parents ont fait la même chose, ou parce que ça lui est tombé dessus, mais que c'est pas l'expression profonde de ces personnes. Voilà, je vais te laisser te présenter, on t'écoute Léa. Merci beaucoup, Mickaël. Déjà, je tiens à préciser que nous sommes amis. Donc ça, c'est très chouette. Ça fait plaisir d'avoir un ami qui m'invite sur son podcast. Souvent, c'est des gens que je connais un peu ou que je connais pas du tout. Donc là, c'est assez particulier pour moi de participer. Donc, je suis très contente et à la fois très émue. Bravo, bravo aussi pour tout ce que toi, tu as parcouru, parce que c'est bien de parler des autres, mais c'est important aussi de souligner ce que toi, tu as réussi à faire jusqu'à présent. Ça fera l'objet d'un autre podcast qui s'appellera Ego, Avec un grand E. avec un grand E. Pour raconter tous les trucs de ouf qu'on fait, on invitera les gens pour qu'ils racontent eux-mêmes les trucs de ouf qu'ils font. Ou alors, faudrait que tu invites que des gens qui t'interviewent toi, tu vois? C'est genre ton podcast, mais c'est les autres qui parlent de toi. Ça, ce serait un vrai Ou alors podcast faudrait l'appeler égotique. Mégalo du coup. Ouais, pas faux. Non, bah, du coup, moi, je vais rentrer dans ma phase mégalo juste pour, mon introduction, qui sera relativement brève. Moi, je suis autrice, je suis journaliste politique, je suis fondatrice d'un média qui s'appelle Popol, qui est un média qui propose un regard féministe sur la politique. Ok, alors pour introduire aussi, t'as raison, t'as dit qu'on était amis, c'est vrai. On s'est croisés il y a plusieurs années à un dîner. On a une bande d'amis commune. Pour autant, je me suis rendu compte, comme je connaissais pas toute ta vie, et Mmh. tout à l'heure on a déjeuné, donc je le dévoile avant ensemble, Mmh. pour pas pour préparer, mais juste pour le plaisir. Et j'avais oublié en fait, t'as grandi au Maroc. Oui, en partie, ouais. Et donc du coup, avant d'être la Chamboncel qu'on connaît, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as étudié? Comment tu t'es construite? Est-ce qu'il y a des figures tutélaires pendant cette période-là? Wow, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Déjà, donc oui, effectivement, moi j'ai grandi au Maroc. Je suis partie vivre au Maroc avec mes parents à l'âge de 5 ans et mon grand frère à l'époque. Mon père vit toujours au Maroc. Lui, il a fait comme ce qu'on dit, il a refait sa vie. Donc il vit toujours sur place, moi je suis, revenue en France du coup,
avec ma mère lorsque j'avais 8 ans. Donc j'ai passé vraiment de mes 5 ans à mes 8 ans entre Casablanca et Rabat, la dernière ville dans laquelle on a vécu avec mes parents lorsqu'ils étaient encore ensemble. À l'âge de 8 ans, je suis rentrée en France avec ma mère, on s'est installés en Ardèche, ce qui est quand même assez original. Waouh! Ouais, ça changeait pas mal, faut dire. Il y a moins de Hem, lumière qu'au Maroc quand même. alors et puis il faisait vachement plus froid aussi, ça c'est sûr. Et puis c'était plus petit, parce que moi je venais d'une très, très grande ville et je débarque dans une petite ville de 10 000 habitants, bref, voilà. Mon père, lui, reste au Maroc, donc je continue les allers-retours, les vacances, gna 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 et je le vois donc enfin, le Maroc reste, un de mes points de chute, des plus importants et un des piliers de ma vie, en fait, culturellement et aussi, enfin, à plein d'égards, donc bref, j'y vais très régulièrement et c'est un pays que j'adore. Tu parles un peu ou pas du tout? Je parlais très, très bien lorsque j'étais petite, parce qu'en plus mes parents m'avaient mise dans une école, non française. En fait, parce que beaucoup de Français, vont avoir cette tendance, de manière très communautaire finalement, de mettre leurs enfants, dans des écoles, de ce qu'on appelle, ben, la mission française en quelque sorte et mes parents ont refusé de faire ça et donc du coup, j'étais dans une école où j'ai appris l'arabe, qui n'est pas tout à fait la même chose que le dialecte parlé au Maroc, qui est le darija. Et aujourd'hui, je serais incapable de te parler en arabe. En revanche, je me démerde encore un peu en darija, ça oui, puisque après, en retournant régulièrement au Maroc, je ne parlais plus l'arabe littéraire. Néanmoins, je parlais régulièrement le darija avec, les proches, les personnes que je croisais et cetera et cetera. Mais bon, je suis pas fière de moi parce que je pourrais parler beaucoup mieux, j'avoue et j'aimerais bien d'ailleurs, réapprendre l'arabe littéraire pour, m'ouvrir, ben, en de nouvelles possibilités, ne serait-ce que culturellement pour, lire et cetera. Ce serait assez ouf, mais ça, c'est dans un projet plus long terme. Même voyager au Moyen-Orient qui est en train de s'ouvrir, il y a plein d'ouvertures si tu parles l'arabe littéraire de découvrir. Ouais, 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 puis ne serait-ce que toute la culture, qui est quand même millénaire avec, des écrits notamment, des poétesses, des poètes, avec des choses assez fabuleuses. Donc je pense que ça ouvre en fait tout un océan, de connaissances et de culture, auquel j'aimerais bien avoir accès, mais j'ai pas encore pris le temps de faire ça en tout cas, mais c'est sur ma to-do list. Et donc bref, retour en France et puis moi je fais mes études, j'ai la chance de pouvoir partir, 2 ans lorsque je suis au lycée. 1 an, en Australie et 1 an au Brésil. Donc ça, c'était des expériences qui m'ont fondamentalement, changée, je pense, à plein d'égards et qui ont été excessivement enrichissantes. Et puis, lorsque, j'ai eu l'âge d'aller à l'université, j'ai fait une licence de droit, à la faculté de Grenoble, parce que j'avais le choix à l'époque généralement, enfin, je relevais de l'académie de Lyon et je voulais pas aller, étudier du droit dans une fac de facho. Donc soit je pouvais aller à Lyon 2, soit je pouvais aller à Lyon 3. Lyon 3 était soi-disant plus réputé sur le CV, mais comme c'était des fachos, j'étais pas méga emballée et Grenoble, en l'occurrence, l'université Pierre Mendès France et aussi, Sciences Po Grenoble a comment dire? Cette, cette, non, pardon, c'est communément admis que, l'université Pierre Mendès France et Sciences Po Grenoble, qui sont à côté, sont, plus enclins, des institutions plus enclines à être, de gauche, en fait. Et moi, j'avais déjà des convictions politiques assez affirmées à l'époque et j'avais pas du tout envie de me retrouver dans un environnement d'études, d'extrême droite ou de droite. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller à Grenoble. Après, moi j'étais à la fac de droit à la Cato à Lille, qui était très à droite aussi, et je vais pas dire que j'aimais bien, mais c'était une autre forme de construction plus par opposition. C'est-à-dire que je trouve que ça marche aussi, c'est-à-dire que moi j'observais beaucoup de comportements que je trouvais extrêmement dérangeants, notamment une sorte d'entre-soi, c'est-à-dire des élèves qui venaient présenter une élection ou un événement d'un parti parce qu'ils pensaient que tout le monde était acquis à leur cause, sans se dire qu'en fait, dans l'assemblée, et en l'occurrence dans l'amphi, il pouvait y avoir des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça leur venait même pas à l'esprit. Tu vois, et donc moi je m'amusais plutôt de ça. Donc ça peut être. Non, Moi je l'ai plutôt vécu comme ça. wait for it, parce que, se Ok. construire en contradiction, ça je suis passée par là aussi évidemment, puisque quand j'ai terminé ma licence, à Grenoble, est venu le moment où il fallait postuler en master et cetera et tout le monde disait, «Ah mais ouais», moi je voulais faire absolument du droit international public parce que, j'étais super branchée par toutes les questions humanitaires, ONG et cetera. C'était un peu mon dream job.
Donc du coup, je me suis orientée, à faire du droit international public et tout le monde me disait: «Ouais, mais le meilleur master de droit international public, c'est à Assas» et j'étais là: «Fais chier Assas quand même et tout». Bon bref et je me retrouve à postuler à Assas et à être prise. Donc là, pendant longtemps, je réfléchis, je me dis: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Donc au final, j'y vais et en parallèle, je fais une prépa pour, l'ENA, qui n'existe plus désormais, mais bref, qui, fut, l'École nationale d'administration. Donc je faisais les 2 en même temps. Donc se construire en opposition et je me suis bien construite en opposition en fait, au sein des 2 formations finalement et j'ai oublié de préciser qu'entre-temps, j'étais retournée, pendant 1 an au Brésil, à nouveau, parce que c'est un pays, où je comment dire? Heu, où je me sens très bien en fait. C'est un pays qui me correspond à plein d'égards et où je suis vraiment, très heureuse lorsque j'y suis. Malgré toutes les difficultés que traverse ce pays, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort, heu, j'avais pour habitude de dire lorsque j'étais là-bas, parce que tout le monde me disait que j'étais, très impliquée dans la culture, hem, très disposée à découvrir de nouvelles choses et cetera. J'avais pour habitude de dire que j'avais certainement mon âme qui était brésilienne et que j'étais peut-être pas née au bon endroit. Mais bref, voilà, donc un rapport très fort avec ce pays aussi. D'ailleurs, les Brésiliens disent que Dieu est brésilien dans leur, dans leur grande modestie. T'as jamais entendu ça au Brésil? Les Brésiliens disent que Dieu est brésilien dans leur grande modestie. Ok, donc du coup, je Leur Dieu à eux, peut-être, oui. ouais, tu comptes des trous. Donc du coup, Paris, master, et moi, quand je t'ai rencontré, tu faisais du lobbying. C'est quoi l'étape entre les deux? Je sais que t'as bossé aussi dans des ambassades. Mmh. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre la fac de droit et du coup, finalement, la fac de droit à l'ENA où tu t'es construit un petit peu en opposition. Et donc peut-être que Ouais, là, ça a été une expérience extrêmement formatrice ouais, pour la ouais, ouais. suite, sans trop en dévoiler. Ensuite, j'ai effectivement fait mes stages de fin d'études, un justement à Rio, dont je parlais, au consulat général de France et avant ça, quand j'étais en licence, j'avais fait un stage à l'ambassade de France à Lisbonne. Et c'est vrai que je me voyais bien faire une carrière diplomatique, je trouvais ça assez intéressant et c'est d'ailleurs un peu dans cette perspective que j'ai envisagé de passer le concours, de l'École nationale d'administration. Pas tant pour passer le concours de l'ENA, mais aussi pour préparer les concours, du Quai d'Orsay et cetera. Et puis très rapidement, j'ai compris que finalement, je voulais pas être dans l'administration. En tout cas, j'avais pas envie d'être, comment dire? De faire un concours. En plus, le principe même du concours, me dé enfin bref, c'est pas du tout, dans comment dire? Dans mon état d'esprit. J'étais pas, prête à être une espèce, de bête de concours comme on peut les produire dans les prépas et cetera. Enfin, ça me correspondait pas du tout. Je J'étais pas du tout à ma place. Donc bon, bref, j'échoue, magistralement, disons. Et C'est déjà puis, pas mal de faire les choses magistralement, même si c'est de oui, l'échec. oui, ah mais j'ai très, très bien échoué, hein, C'est très important. Ça genre permet, ça, vraiment. ça permet de mieux rebondir. J'ai pas une seule note, au-dessus de la moyenne, enfin j'ai vraiment, au-dessus de 10 je Ouais. veux dire Mais c'est même, je crois que intéressant ce que même tu dis parce qu'on n'est pas meilleure note tous devait être câblés comme 9. ça. En fait, c'est ça qui est important. On n'est pas tous câblés comme ça. Il y a des gens qui sont des bêtes de concours, qui sont très forts à faire ce qu'on leur demande, à rentrer dans le cadre et du coup qui vont assez vite performer au concours ou dans des grandes structures, etc. Mais qui vont avoir plus de mal à trouver autre chose que Mmh. d'autres qui sont plus libres, Ouais, non, moi, vont trouver clairement, plus facilement. j'étais clairement pas au bon endroit, ça, c'est sûr. Mais je l'ai compris assez rapidement, donc finalement, je l'ai pas, comment dire? Au lieu de le vivre très mal, parce qu'il y a des personnes qui peuvent le vivre très mal en se disant: «Mince, je rentre pas dans les cases, je vais pas l'avoir ce concours, ça va être compliqué» et cetera. Moi, je me suis dit: «Bah, maintenant que je suis là, je vais jusqu'au bout de la prépa, au moins j'apprends des choses et c'est déjà pas mal» et je l'ai vécu un peu comme une formation complémentaire. Tant et si bien que, je suis quand même allée aux examens parce qu'à l'époque j'étais boursière, donc si jamais j'allais pas à l'examen final, enfin au concours pardon, je pouvais potentiellement être sanctionnée, enfin bon bref. Hem, mais bon, j'y étais et puis dès que je pouvais me casser, je me cassais, enfin j'ai vraiment fait ça, un peu par-dessus la jambe, mais j'y étais quand même. Et donc du coup, vient le moment de devoir travailler, donc je trouve un petit job, en mode, petit contrat à la con dans une boîte, pas ouf, enfin bon bref, où je me fais aussi magistralement chier et où je comprends très vite que je suis pas du tout au bon endroit. Hem et là je me dis: «Bon bah je me casse», donc je reste pendant une dizaine de mois. Je suis juriste en fait dans une petite fédération pro, je me fais chier, je me casse et je me dis: «En fait, j'ai juste envie de repartir à l'étranger, j'ai pas envie d'être à Paris, j'ai envie de voir autre chose».
Donc je me mets à chercher des postes en ambassade, en contractuel et je me retrouve avec un poste, à Phnom Penh. Donc je pars pendant 2 ans, à Phnom Penh pour bosser à l'ambassade de France. Lorsque je rentre en France, j'ai toujours cette idée de vouloir bosser pour, des ONG et faire du plaidoyer parce que moi, c'est vraiment la partie politique, influence et cetera qui m'intéressait à l'époque. Et donc, du coup, je rencontre des responsables de plaidoyer. Je leur dis, bon, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai ça comme expérience, gna gna gna, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et tout le monde me dit, il faut absolument que tu rentres dans un cabinet d'affaires publiques ou que tu bosses à l'Assemblée nationale parce qu'il faut que tu te fasses un peu une expertise dans ce domaine-là pour pouvoir ensuite travailler avec des assos, etc. Moi, tout ce qui est industriel, commercial, ça m'a jamais envoyé du rêve, quoi. Enfin, ça m'a vraiment jamais intéressé, vraiment. Je Mais confirme. même l'argent en soi m'intéresse pas des masses, ce qui peut être un problème, mais bon, bref. Et il est vrai que je trouvais aucune motivation à travailler dans ce secteur. Et puis bon, bah, je me dis, bah, je vais envoyer mes CV au plus de gens possible et puis essayer de trouver effectivement une expérience dans ce domaine. Donc je me retrouve à être recrutée dans un cabinet d'affaires publiques, slash lobbying, et je bosse pendant 1 an et demi. C'était pas forcément l'expérience la plus facile pour moi, ça a été une expérience assez difficile sur le plan personnel, sur le plan professionnel. On travaillait énormément dans des conditions quand même très difficiles. C'est là où j'ai rencontré pour la première fois le vrai sexisme, qu'on me faisait vraiment des réflexions, alors pas le pa pour le coup, pas le boss, il avait d'autres défauts, ça c'est sûr. Mais tu vois, genre les autres consultants qui me faisaient des réflexions en mode: «Non mais moi je suis misogyne de toute façon et je veux enfin il y a aucun problème quoi», genre vraiment, assumé. Ouais, humour d'OSS 117, quoi. C'était même pas de l'humour en plus, donc Et c'était pas de l'humour. non, et bref, des situations quand même très difficiles. Le rapport des femmes aussi avec les élus, des jeunes femmes, parce qu'on était très nombreuses à être jeunes dans ce cabinet, les cabinets d'affaires publiques souvent c'est des jeunes consultantes qui sortent d'école, et ou de stages à l'Assemblée, au Sénat et cetera, et on se retrouve, très vite, un peu confrontés à des réalités qu'on n'a pas envie de vivre, Mmh. des rapports aussi, de domination avec des personnes extérieures au cabinet. Enfin bon bref, des choses un peu compliquées. Je reviens Hem un petit peu sur ce que tu dis. Il y a une première partie de ta vie où tu grandis au Maroc, tu voyages au Brésil, tu voyages en Australie, donc il y a des expériences très fortes de voyage, de rencontre de l'autre, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nous-mêmes, avec une recherche quand même de liberté, de la difficulté avec le cadre. Finalement, tu vas à SAS et à l'ENA, en tout cas aux préparations de concours à l'ENA, et pareil, le cadre, ça te pose problème. Donc clairement, là, peut-être qu'à l'époque, t'as pas mis ces mots-là dessus, mais le cadre, c'est un sujet. Et puis, finalement, tu vas dans un cabinet donc d'affaires publiques, lobbying, où il y a aussi un cadre très fort. Et donc là, c'est ta première expérience, et t'as plus d'étrangers. Donc je comprends du coup la difficulté à ce moment-là où t'as plus le truc qui te fait kiffer. Et en même temps, tu as un truc qui peut pas te permettre d'être à ta place, puisque ça te correspond pas, c'est pas ta personnalité. Alors ça me correspondait absolument pas. Après moi, si je les ai fait, c'est parce que, c'était pour moi une manière, d'accéder à ce que je voulais faire plus tard. À savoir effectivement faire du plaidoyer pour des associations, pour des ONG et cetera. Donc du coup, je me suis dit: «OK, tu tiens le temps qu'il faut». Donc j'ai tenu 1 an et demi, ce qui était déjà beaucoup pour moi. Moi, je trouve ça très fort. Ouais, c'était déjà beaucoup, et après, donc j'ai signé une rupture conventionnelle, je suis partie et je me suis enfin lancée en freelance pour bosser pour des assos. Ah, c'est marrant. Donc du coup, le déclencheur, il est là. C'est à partir du moment où tu sors du cadre et tu te dis, je vais être en freelance. Là, tu t'ouvres une porte quand même plus pour aller vers toi-même quand même. Oui, oui, tout à fait, vers l'objectif, numéro 1 en fait, que j'avais en tête depuis un certain temps, en Et tout cas depuis tu le le début sens de à ce mes moment-là? études. Tu Je sens. s Oui et non, parce que, ben, déjà, être consultante en freelance, c'est pas facile, quoi, donc hem, ce qu'il faut dire, c'est que pour beaucoup de personnes qui ont vécu dans des milieux assez modestes, comme c'est mon cas, parce que moi j'ai été élevée toute seule par ma mère qui était en situation de handicap, qui l'est toujours d'ailleurs et qui ne pouvait pas travailler à l'époque, donc des revenus très, très modestes, et tu as peur en fait, de l'instabilité, notamment de l'instabilité sociale, de l'instabilité financière et cetera. Donc moi, je vois énormément de personnes autour de moi qui ont pu aussi grandir dans des milieux assez modestes, qui dès qu'elles ont eu accès à un emploi stable, le CDI et cetera, même si elles étaient profondément malheureuses de ce qu'elles pouvaient enfin du travail, et qu'au quotidien, c'était pas forcément, très, épanouissant et cetera, le fait d'avoir cette stabilité, cette sécurité, ne serait-ce que financière, et d'arriver à se dire: «OK, là, j'arrive à assurer mes arrières», et parce que derrière, en fait, on a personne. C'est-à-dire que si on se débrouille pas, seul,
on n'a personne pour nous dire: «Non mais t'inquiète, tu vois, ton loyer le mois prochain, tu peux demander à ton père, tu peux demander à ta Mmh. mère» ou que sais-je. Donc la question pour beaucoup se pose même pas. Donc moi, l'instabilité du fait d'être en freelance, c'est quelque chose qui a nourri beaucoup, beaucoup d'angoisse pour moi. C'était pas toujours facile d'avoir des contrats et cetera. Et puis après, je m'y suis plus ou moins habituée dans une certaine mesure. J'ai eu la chance d'avoir quelques petits contrats par-ci par-là, avec des assos avec lesquels, ça se passait très bien, donc j'étais assez épanouie. Des boîtes aussi qui bossent dans le domaine de la solidarité au niveau international, donc c'était assez chouette en tout cas sur le papier. Puis en parallèle, j'ai commencé à lancer les podcasts. C'était ma question suivante, ouais. Du coup, à ce moment-là, donc là, tu es sur ton chemin, tu as Mmh plus de mh. liberté. En même temps, effectivement, je comprends complètement ce que tu dis sur la sécurité. C'est rigolo parce que tout le monde, enfin, chacun a ses réactions différentes. Ça m'a frappé quand j'ai vu la série Tapi. Il a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il vient d'un truc très populaire et donc lui, il veut complètement enfin, être à l'inverse, il est dans la compensation totale, etc. Puis il y en a d'autres qui sortent jamais du mécanisme de survie, qui même quand ils ont amassé, même quand ils sont plutôt fortunés ou dans une situation extrêmement confortable financièrement, ils continuent d'amasser parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à sortir du traumatisme. Donc je comprends très très bien ça. Et donc après, finalement, tu arrives à une forme de sérénité ou de maturité, etc. Et là, qu'est-ce que tu te dis quand tu lances donc le premier podcast? Est-ce que c'est pour le kiff? Est-ce que tu vois du coup Ouais, c'était complètement pour le kiff. Moi, j'ai toujours voulu écrire, donc à l'époque, je voulais écrire des chroniques, je voulais, faire bénéficier aussi, enfin valoriser pardon auprès des autres, et en faire bénéficier les autres du coup de toute l'expertise que j'avais pu, comment dire? Créer, enfin avoir pardon et enrichir, à travers mes différentes expériences, tu vois? Que ce soit en ambassade et ou en cabinet d'affaires publiques où quand même, tu vois un peu comment, bah, fonctionne, l'examen des lois, comment fonctionne vraiment la prise de décision au niveau politique et puis parfois tu te prends une grosse claque aussi. Mais au moins tu as une expertise qui se crée et moi j'avais envie de vulgariser, d'expliquer aux gens en fait, c'est quoi la politique, concrètement au quotidien. Et donc je voulais, à la base écrire des chroniques, que je voulais appeler, «Chroniques du Bourbon» ou un truc dans le genre, pour raconter un peu les couloirs, et les coulisses, de l'Assemblée nationale. Et puis, je me disais: «Ben, ouais, pourquoi pas, tu vois, devenir journaliste politique?» J'avais envoyé des CV un peu de partout, à droite, à gauche, enfin surtout à gauche, hein, beaucoup moins qu'à droite, on va pas se mentir. Et puis pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Je me disais: «Bon, bah, c'est normal, je vais peut-être faire une école de journalisme et tout», enfin bref. Hem Et puis, j'en parle à un ami et je lui dis: «Bah, écoute, j'ai envie d'ouvrir un blog ou je sais pas quoi, ou de trouver une chronique, j'ai envie d'écrire sur ce qui se passe un peu, dans les coulisses, du Palais Bourbon, et de l'Assemblée nationale, du Sénat et cetera». Il me dit: «Mais, c'est une super idée, mais tu as une belle voix, tu devrais peut-être, faire un podcast». Et je trouvais ça, marrant, j'étais là: «Ah ouais, tiens, pourquoi pas?» Il me dit: «Écoute, moi j'ai du matos», il se trouve que lui, il est producteur de films. «Moi j'ai du matos et tout, si tu veux, je peux facilement te mettre en relation avec, quelqu'un qui fait du son, quelqu'une», bref, j'étais là: «Bah vas-y» et donc ça s'est fait comme ça, en fait. Donc je suis arrivée avec mon petit concept, qui était à l'époque place du Palais Bourbon. Je faisais le micro-trottoir de députés devant l'Assemblée nationale et ça a duré un certain temps, quoi. Ce podcast, il a duré pendant 2 ans. Hem, ouais, j'en profite. C'était assez vivant, comme je les ai réécoutés, du coup, pour préparer. C'est rigolo parce qu'effectivement, le fait que ce soit un micro-trottoir, t'enregistres aussi au café des mmh parlementaires. Il y a un truc très, à la fois détente, une parole du coup. Est-ce qu'il y avait ce désir de, pas de changer, mais en tout cas de libéraliser ou de dégager un petit peu la parole politique des éléments de Ouais, langage, du totalement. politiquement correct qui est insupportable, quoi. Absolument et du coup, le fait de les prendre à la sortie du café, à la sortie de l'assemblée, au moment où ils sont en train de rentrer pour aller, poser leurs questions au gouvernement, des trucs comme ça, où ils sont pressés, ils ou elles sont pressés et cetera. C'était un moyen effectivement de désacraliser un peu, l'exercice d'interview et de les placer, un peu au même niveau que nous autres, en quelque sorte et de leur rappeler, en fait, que, ils et elles ne maîtrisent pas tout, que ce sont des personnes, comme nous autres et qu'il est important que parce que je trouve que le système politique tel qu'il est fait en France, hein, mais même ailleurs, hein, dans d'autres endroits, a cette tendance à un peu et voire beaucoup déconnecter, en fait, les élus du reste du monde.
Et c'est assez grave en fait, parce que finalement, ce sont des personnes qui sont en charge de nos vies, puisque les décisions qui sont prises, les décisions qui sont votées, les lois qui sont votées, les décrets qui sont rédigés et publiés par le gouvernement et les membres d'administration ont un impact très concret sur nos vies. Et ce sont des personnes qui, parfois, et pour beaucoup, il faut le voir, ça se généralise, enfin, c'est quand même une grosse généralité. Enfin, c'est, à mon sens, quand même, ça se vérifie dans pas mal de cas. Ce sont des personnes qui ne sont plus du tout en prise avec la réalité du quotidien, de nos quotidiens. Et ça, c'est assez grave. Et donc, du coup, effectivement, le fait de leur poser des questions sans ces fameux éléments de langage, c'est de les sortir un peu de leur zone de confort. Je trouvais que ça avait le mérite, en tout cas, de les faire réfléchir différemment et peut-être aussi de les interpeller sur, parce que c'était ça l'objectif aussi premier du podcast, les interpeller sur des questions sur lesquelles il et elle n'ont pas l'habitude auxquelles ils ne s'intéressent pas forcément. Donc, c'était effectivement un des objectifs, ouais. Oui, parce que tu rappelles aussi un truc, c'est que chacun, aussi pour être visible, a besoin de se spécialiser, d'être identifié sur un sujet ou sur une région ou avec un accent, peu importe. Et souvent, j'ai ce sentiment d'un théâtre de mauvaise qualité. C'est-à-dire, on a des journalistes qui leur posent des questions avec un ton qui n'est pas celui avec lequel ils parlent dans la vraie vie, qui est absurde. Et donc, c'est vraiment du mauvais théâtre mal joué, avec des éléments de langage utilisés d'un côté et de l'autre. Et finalement, enfin, je veux dire, pour tout le monde, alors pour les journalistes, c'est peut-être plus court, mais pour les hommes politiques, passer la journée à jouer à être quelqu'un d'autre, comme tu peux le trouver aussi dans les entreprises, hein, d'ailleurs, des gens qui se donnent une posture, qui le matin quand ils mettent leur petit costume. Et ça me fait beaucoup rire, par exemple, ce que fait le FN. C'est-à-dire que depuis quelques temps, alors, ils ont changé de nom, ils s'appellent le RN, ils ont pris plein de petits mecs jeunes, dans des jolis petits costumes tout propres. Enfin, pour autant, ça va pas nettoyer l'idéologie du parti. Non, 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 au contraire, je pense que ça leur permet d'affirmer encore plus leur idéologie rance, raciste, antisémite, heu, sexiste, enfin bon bref, je pense il y a toute une ribambelle d'adjectifs qu'on peut, accoler à ce parti politique et le fait d'être, comment dire? De présenter une image plus, respectable en quelque sorte dans l'imaginaire collectif, leur permet d'avancer, des idées, excessivement, néfastes pour le vivre ensemble, heu, au sein des appareils politiques. Là, on le voit typiquement avec, la commission mixte paritaire, sur le projet de loi immigration qui a été porté par le gouvernement. La majeure partie des dispositions les plus, violentes et discriminantes à l'égard des personnes, en situation irrégulière en France, ont été portées par, des députés RN depuis le début et sont aujourd'hui consignées dans un texte, parce que finalement, leur discours est devenu quelque chose de normal et audible, même pour d'autres partis politiques, notamment, les Républicains et une partie, de Renaissance. Donc c'est gravissime. Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. Et tu as raison, le fait d'avoir un toilettage, d'avoir une très bonne image, ça rend, le discours beaucoup plus audible. Et alors, donc place du Palais Bourbon, ça marche plutôt bien et qu'est-ce qui se passe, pardon, à ce moment-là? En quoi place du Palais Bourbon te fait changer toi? Est-ce que du coup à l'intérieur, il y a un truc qui commence à se mettre en place? Tu te dis: «Je vais être journaliste politique» ou c'est juste tu suis le kiff? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, bah, en fait, c'est exactement ça et là, ça me renvoie à mes premières amours parce que, dès que j'étais, en âge de dire quel métier je voulais faire, en fait, je disais que je voulais être journaliste et c'est un projet qui m'a un peu échappé lorsque je suis arrivée à la fac, parce que finalement, à la base, je suis rentrée en fac de droit pour préparer les concours d'école de journalisme et comme j'étais relativement bonne, en tant qu'étudiante en fac de droit, tu sais, c'est un peu comme ça, tes profs, ils te poussent, ils voulaient absolument que j'aille en master recherche. Ensuite, il y en avait qui me conseillaient d'aller en thèse et cetera. Moi, j'étais certainement pas, et du coup, ce projet d'école de journalisme, il m'a presque échappé parce que je me suis un peu enfermée, la tête dans le guidon dans les études de droit qui peuvent être assez chronophages, hein, lorsqu'on s'y met à fond, et te laissent pas beaucoup d'espace pour d'autres choses finalement, ce qui est aussi un vrai problème, hein, à mon avis, par rapport aux études en France.
Et du coup, ce projet finalement m'échappe. Et là, je le retrouve un peu, malgré moi en quelque sorte, et je me dis: «Ouais, effectivement, c'est d'autres personnes qui commençaient à me dire, "Ah mais en fait, c'est un taf de journaliste" et cetera, et puis j'étais: «Ah bah ouais, en fait, c'est vraiment un taf de journaliste», et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai continué à produire des contenus, en mettant, à disposition, en fait, mon expertise, politique. Je me suis fait connaître aussi sur les réseaux sociaux et dans d'autres, médias, grâce à ça, et c'est là où j'ai vraiment commencé à kiffer, en fait, même si c'était encore plus précaire que d'être en consultante freelance. Là, j'ai vraiment commencé à me dire: «OK, en fait, c'est vraiment là où je devais être depuis le départ». Ouais, alors c'est marrant, je reviens sur un truc que tu as dit. Les autres te transmettent finalement un peu de confiance. Ils te disent: «Non mais là, t'es bien, t'es à ta place, ce que tu portes, est intéressant et important, on veut l'entendre» et cetera, et c'est rigolo, je trouve que les autres, ça peut fonctionner dans les des 2 côtés. C'est-à-dire, je trouve que quand on commence, quand tu fais quelque chose de nouveau ou quand tu portes une idée nouvelle, un message nouveau, les autres, ils vont avoir tendance un petit peu à te dire: «Mais pourquoi tu fais ça? Ça a pas de sens, prends le job stable» et cetera. Mais finalement, une fois que tu as fait suffisamment de chemin et que ta voix, tu arrives à la faire entendre, c'est-à-dire tu arrives à faire entendre sa complexité ou sa subtilité, là, tu as plutôt des encouragements, et donc là, ça t'a donné la confiance. Pourquoi? Pour te dire que, tu avais la légitimité à faire entendre cette voix? Oui, parce qu'en fait, comme je te le disais, moi, j'étais très intéressée par ce métier de journaliste, hem, depuis toujours, et puis, en lançant avant de lancer Place du Palais Bourbon, je te dis, j'ai envoyé des mails, mon CV à des rédacs et cetera, en n'ayant effectivement aucune expérience en tant que journaliste, mais une certaine expertise quand même dans le domaine politique. Je me disais: «C'était quand même suffisant pour pouvoir arriver, à écrire des chroniques et cetera», et puis je me suis pris effectivement plein de vent. Et puis je me suis dit: «Bon, bah, dans ces cas-là, bon, bah, osef quoi, tu vois? Je vais faire mon truc et puis ce sera très bien», et en fait, Place du Palais Bourbon, c'était assez particulier parce que j'ai lancé ce projet un peu comme ça, tout en continuant du coup à faire du freelance à côté, du consulting pour les assos, et en fait, ça a eu vachement de succès, à une petite échelle, hein, mais quand même, comme c'était tellement novateur dans le domaine de la politique. D'ailleurs, on me l'avait dit, c'était un studio de podcast qui me l'avait dit, j'avais lancé, sans le savoir, le premier podcast politique natif. Donc c'était, en France, quoi. Donc tout le monde regardait ça avec, beaucoup d'enthousiasme en se disant: «Mais attends, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le domaine politique» et cetera, et ça a eu assez rapidement un succès de niche, hein, donc tu vois, c'était plus, les collaborateurs, les collaboratrices parlementaires qui ont kiffé le projet et qui, ont commencé à me suivre et cetera, et puis là, j'ai des assos qui m'ont écrit parce qu'en fait, l'idée, c'était aussi de faire du plaidoyer à travers ce podcast. En me disant: «Ah bonjour Léa, on a vu votre projet, on trouve ça génial, on aimerait bien faire, voilà, un partenariat» et cetera. Donc ça m'a un peu, rattrapée en quelque sorte, et effectivement, c'est ce que tu dis finalement là, dans cette perspective-là, je suis arrivée à asseoir une certaine légitimité, que je ne pensais ne jamais avoir sans passer par une école de journalisme. Alors qu'aujourd'hui, c'est des écoles de journalisme qui m'appellent pour venir parler à leurs étudiants et étudiantes. Donc ouais, c'est assez ouf. C'est à ce moment-là aussi où tu commences à intervenir sur BFM? Premières interventions télé et Alors cetera? Ou BFM, c'est j'en ai plus fait tard? très, très peu, hein, j'ai fait une toute première intervention sur BFM Paris qui était effectivement ma première télé. Je me souviens très bien de la première, c'est pour ça que je dis BFM, mais oui, effectivement, il y en a eu Ouais, d'autres ouais, après. ouais, c'était BFM Paris, et c'était, lors de l'affaire Benjamin Griveaux, c'était juste avant le 1er confinement, et après j'ai commencé les interventions sur France Info très rapidement. France Info, dans un format, qui s'appelait à l'époque le duel politique, où on faisait intervenir pour, commenter l'actualité politique. Et ça m'a quand même, oui, ça m'a permis d'avoir une certaine assise, disons, dans le métier en tout cas, parce que c'est un média avec une très belle image, avec, voilà, qui renvoie quelque chose de très sérieux, et il est vrai que je pense que ça m'a pas mal aidé, ouais. Ouais, c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est intéressant à 2 égards. D'abord, pour des questions de légitimité, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu viens d'un milieu populaire, le fait d'être invité politique, sur une chaîne de grande écoute, publique, c'est évident, ça répare un truc ou ça te donne, on peut le dire de manière positive en disant ça te donne de l'assise et cetera, c'est vrai, et puis en même temps, c'est une vraie, je trouve que tu es vraiment dans le jeu politique parce que pour avoir interviewé une personne politique,
C'est pas le même type de conversation qu'avec les autres personnes. C'est tout le temps effectivement un duel et tout le temps quand même une sorte de, même si c'est bienveillant, une sorte de rapport de force quand même. Et pour encore une fois avoir revu tes interventions sur France Info, parfois ça monte dans les tours et donc là il y a un truc qui change là aussi, c'est-à-dire tu te dis que c'est un combat ou Alors, je sais pas si monter dans les tours est la bonne expression, mais ce qui est certain, c'est que euh, j'ai tendance à avoir un style d'interview qui est un peu particulier, euh, parce que j'aime challenger les personnes qui sont en face de moi. Et j'aime, leur faire dire la vérité dans la mesure du possible. C'est-à-dire que et j'aime pas trop lâcher l'affaire en plus. S c'est le style de la Salamé quoi. Oui, peut-être effectivement, mais il faut quand même rappeler que en politique, on est quand même dans la mauvaise foi la plus totale la majeure partie du temps. C'est-à-dire dans 98 du temps, ouais, je ça va et encore je suis sympa peut-être, tu es face à des personnes qui savent fondamentalement qu'elles sont en train de te mentir. Voilà, et qui mentent. Et qui ont décidé ce qu'elles allaient dire, dans quelle mesure elles allaient le dire, avec le curseur qu'elles avaient Bien sûr, positionné, bien sûr. jusqu'où elles iraient et point à la ligne, quoi. La sincérité en politique, manque profondément, à mon sens. Et donc là, je généralise, ça fera certainement pas plaisir à toutes mes amies et et qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est pas tout à fait le cas de tout le monde, mais en tout cas, la politique s'est construite comme ça, sur, sur des promesses, qui, comme le disait très bien Jacques Chirac, finalement n'engage que ceux et celles qui y croient. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un manque de sincérité qui est très dommageable en fait pour notre démocratie. Donc c'est pour ça que j'ai cette tendance, tu vois, à vouloir un peu faire dire les choses. Quand aujourd'hui, finalement, j'ai le sentiment que beaucoup de journalistes, et notamment des médias mainstream, se sont enfermés dans cette espèce de mensonge convenu, où on sert un peu, tu vois, la soupe, aux députés, aux sénateurs, aux sénatrices qui sont interviewés, aux ministres aussi et je trouve ça vraiment dommage, en fait, parce que à mon sens, le rôle du journaliste, c'est d'essayer de rétablir une certaine forme de liberté, enfin une certaine forme de vérité et aussi de donner à montrer une autre façon de présenter les choses et pas forcément s'enfermer dans le discours de la personne qui est interviewée, et notamment les politiques. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un style un peu particulier, oui. Ouais, j'entends ce que tu dis, c'est important que tu le dises aussi parce que ça revient un petit peu finalement au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire ce truc de, des éléments de langage, du politiquement correct, et cetera, qui enferment. Tu raison, Qui enrobe en fait. ouais, ils sont pas très, très nombreux effectivement les journalistes, politiques ou économiques, de grandes chaînes ou de grands médias à poser des questions et aller au bout et heureusement, il y en a quelques-uns qui le font très bien et c'est important. Hem, mais moi, ce que je questionne aussi, c'est effectivement ce rapport à la réalité. C'est-à-dire que, on l'a très bien vu pendant le Covid, moi, il y a un moment qui m'a marqué, c'est-à-dire, on aurait juste pu dire: «Il y a pas de masque, on n'en a pas parce qu'on pouvait pas prévoir une, pandémie mondiale, donc on se débrouille avec ce qu'on a et on fait le max pour en avoir» et en fait, traiter les Français comme des adultes plutôt que de leur dire: «Non mais le masque ça sert à rien» et puis après: «Bah, en fait maintenant on en a, faudra en mettre tous les jours» et tu vois, moi, c'est plus ça qui me dérange, c'est-à-dire ce truc de, cette recherche d'avoir raison alors que, on se trompe tous tout le temps, Bien sûr. tous ceux qui ont des enfants savent qu'en fait, on Mm. leur apprend aussi à dire la vérité, à dire: «Bah, je me suis trompé, je m'excuse» et cetera et en fait, on pourrait complètement entendre ça et entendre: «On a pensé que c'était la bonne chose à faire, on s'est trompé, on va faire autrement» et moi, personnellement, j'aurais beaucoup plus de respect pour un homme politique qui viendrait dire ça, Mm. que pour un homme politique qui viendrait me dire: «Non mais voilà, les choses sont comme ça, c'est important de les faire comme ça». Mm. Puis aujourd'hui, ils sont pour la cause féminine, demain, ils sont pour la cause, des migrants quand il y a une catastrophe naturelle et qu'il y a plein de migrants qui meurent et puis après ils seront pour et en fait, ça me rappelle ce sketch de Roman Frécinet, je sais pas si tu l'as vu? Sur Emmanuel Macron, très drôle, où il dit: «Mais moi, c'est le seul métier que je veux pas exercer». Parce qu'en fait, il y a 70 millions de personnes qui désirent des choses différentes et tous te cherchent pour que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre. Et en fait, il faut qu'on sorte de ce truc. Mm. Les hommes politiques doivent avoir un peu plus de courage, sortir de la logique électoraliste à 6 mois. Ouais, ouais, mais je pense que ça va encore plus loin, tu vois. C'est même une façon d'exercer le pouvoir et la conception qu'on a du pouvoir. Parce que nous, on s'enferme toujours dans une façon très dominante de percevoir l'exercice du pouvoir, alors que la réalité, c'est que ça nous ferait pas de mal d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous dit, je ne sais pas. Voilà, le doute n'a plus sa place en politique, alors que c'est J'adorerais perso. fondamental. C'est fondamental pour la réflexion, et puis encore plus quand la réflexion se veut collective
tu vois, parce que la politique, c'est répondre à quelle société veut-on, en fait. C'est ça. C'est quoi le projet? Voilà, c'est ça, en fait, l'essence même que de faire la politique. Hem, donc il faut forcément qu'il y ait de la place au doute, notamment lorsqu'on est, dans un régime démocratique, encore plus, tu vois? Sinon, dans ces cas-là, on retourne, à tout ce qui est, très, je veux dire, autoritaire et cetera, mais c'est pas le choix que nous avons fait et encore moins ce pourquoi, nos ancêtres se sont battus. Donc il y a quand même, la nécessité et je pense qu'on gagnerait, en fait, à avoir des responsables politiques qui nous disent de manière assez, sincère et finalement humble: «On ne sait pas, en fait», au lieu de s'enfermer, de manière très autoritaire, hein, dans des réalités qui sont réalisées de toutes pièces et aussi cette insusceptibilité de se remettre en question. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens justement, c'était une des interviews parce que Macron a fait, nombreuses, interventions télévisées lors du covid-19, et à un moment donné, il était question de mettre en place une application qui à l'époque, s'appelait, Stop Covid. Ça avait été un peu un fiasco, un échec et le journaliste, je ne sais plus de qui il s'agissait, mais je crois que c'était bon bref, non, je vais dire des bêtises, donc je préfère bref, ça reviendra, qu'il interroge en lui disant, «Bah, c'était un échec, cette application» et là, il répond: «Alors non, je ne dirais pas que c'était un échec, je dirais que ça n'a pas marché». Ah, tu te dis quand même quoi, enfin quand tu as atteint ce degré d'insusceptibilité à la remise en question, c'est quand même méga chaud, quoi. Ouais, puis c'est compliqué parce que tous les jours, tous les entrepreneurs te disent, «Tout ce que j'ai réussi, c'est parce que j'ai appris à échouer, j'ai appris à accepter que ça faisait partie du processus et que ce que tu racontes de ton parcours et ce que je pourrais raconter du mien, il passe aussi évidemment par des échecs qui sont fondateurs, qui te permettent de comprendre des choses et qui sont une expérience et il vaut mieux se tromper, il vaut mieux rater plutôt que de ne pas faire, en fait». Et tous les gens qui ont finalement fait ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont fait des choses aussi qui ont raté. Donc c'est un discours qui passe de moins en moins. Mais ouais, je te rejoins complètement. Moi, il y a un truc aussi qui me fait réfléchir là en t'écoutant, c'est, j'ai l'impression on a une alternance répétée depuis quelques années et puis finalement, sans que la population soit jamais satisfaite, puisqu'en fait, les taux de vote sont très très faibles, l'abstention est énorme, et pour autant, il n'y a pas de remise en cause du discours ou des programmes. Les programmes sont les mêmes, il n'y a pas d'alternative finalement à un capitalisme. Non, si ce n'est dans la forme, en fait, tu vois? C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la réalité, c'est que, heu et moi, j'arrive à me demander assez régulièrement, est-ce que ces personnes-là, l'oligarchie en place, a réellement envie de cette démocratie, en fait? En tout cas, est-ce qu'ils ont envie que le modèle bouge alors que dans une opposition qui est figée, bah, chacun prend le pouvoir tous les 5 ans et puis tout le monde prend son billet, quoi. Tout va bien. Enfin, ok, donc voilà, on a bien taillé un petit peu tout ce qui est classe politique. Une fois que Popol, donc ça t'ouvre des portes, prise de confiance, etc., etc. On n'a pas parlé de Popol Non, encore. pardon, mais j'y étais. Alors, du coup, une fois que Place du Palais Bourbon, ça t'ouvre des portes, des gens te disent quand même, c'est intéressant ce que tu dis, la façon de le dire, c'est intéressant aussi. Là, c'est quoi quel est le déclencheur pour Popol? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, bon bah vas-y, je vais créer un média en fait. Alors déjà, Popol, ouais, effectivement, à la base, c'était un podcast que j'ai lancé en novembre 2020. Euh, Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait, très rapidement, j'ai compris qu'il y avait un gros problème quand il s'agissait de visibiliser les femmes et les minorités de genre dans l'espace médiatique, et surtout quand il s'agissait de parler de politique. Donc j'avais connu le sexisme en politique, comme je te le disais tout à l'heure, à travers l'expérience de consultante que j'avais eue en affaires publiques. Et là, je remarquais aussi que quand il s'agissait de venir donner ton avis sur le dernier projet de loi, de machin, de ceci, de cela, c'était quand même assez rarement des meufs qui étaient invitées. Alors que moi, au quotidien, dans mon travail, je me retrouvais à travailler avec énormément, énormément, énormément de femmes, et notamment des jeunes femmes. Parce qu'il faut savoir que au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, la majeure partie des collaborateurs, collaboratrices parlementaires sont des femmes, des jeunes femmes, et qui, du coup, apportent une expertise très importante à leurs députés et sénateurs, qui sont ceux qui prennent la lumière, en quelque sorte, et qui n'ont absolument pas, pour beaucoup d'entre eux, cette expertise technique. Et je me suis dit, mais comment je fais
En fait, pour permettre à chacun, à chacune de bénéficier de cette expertise et d'avoir aussi ces personnes qui viennent nous raconter, en fait, c'est quoi la politique. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc où j'invite que des femmes à la base, euh, pour voir aussi si finalement le ton change. Parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'échanges dans les médias, quand il s'agit de questions politiques, ça monte toujours assez rapidement en épingle. Tu as toujours celui qui gueule plus que l'autre. Et très souvent, lorsqu'une femme se retrouve, et moi ça m'est arrivé plein de fois, en plateau, ta parole est coupée, enfin bon, bref, très compliqué d'arriver à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, au-delà du fait de ne pas se sentir légitime aussi, parce que depuis toujours, on nous dit, ça c'est pas un truc pour les meufs, de toute façon. Donc je lance Popol, et où j'invite en fait c'est un podcast d'actualité politique en non-mixité choisie. Et on parle de politique, d'actu. Donc j'ai 3 invités chaque semaine. On parle de l'actualité politique. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir qu'en fait, le ton est fondamentalement différent. Et qu'on arrive à discuter sans se hurler dessus, ce qui est quand même très appréciable finalement. Ouais, alors c'est marrant. Effectivement, en écoutant Popol, je me suis dit, c'est un autre format. T'es plus animatrice. T'es plus dans le fait de donner la parole, de relancer, etc. Est-ce que c'est aussi ça fait partie du chemin, c'est-à-dire que l'interview, le one-to-one, c'est quand même moins ton truc et tu t'as senti un moment que tu trouvais plus ta voix comme ça, enfin voix VOIX, enfin X, ta vox? Alors oui et non, c'est vrai que c'est totalement un format différent. Après moi j'aime beaucoup le format talk show parce que effectivement j'anime, mais je participe vachement à la conversation en fait. Tu vois, je passe pas juste les plats quoi. J'essaie vraiment d'apporter aussi des éléments de réflexion sur les sujets qu'on traite. Donc c'est un peu, je dirais un peu entre effectivement ouais, c'est vraiment du talk show quoi. Ouais, tout simplement. Mais j'aime bien aussi le format interview en one-to-one parce que ça permet autre chose en fait. Ça permet d'approfondir des questions, ça te permet des digressions aussi, plus que lorsque tu es en plus dans des sujets d'actualité. Donc du coup, j'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Popol Talks. Donc l'autre, c'est Popol Show, où je fais des interviews de personnes où on est en one-to-one. Ouais, et puis c'est aussi un exercice où tu fais plus de rencontres. Je veux dire, que ce soit une rencontre qui amène une rencontre dans la vie ou au contraire une rencontre dans le cadre du podcast où pendant le temps qui t'est donné, tu peux rencontrer l'autre sur un terrain auquel tu n'aurais pas nécessairement accès dans la vraie vie. Ouais, alors du coup je reviens sur... alors je vais me faire un peu l'avocat du diable 2 secondes sur Popol, mais c'est rigolo. Qu'est-ce qui... moi évidemment je suis pas une femme, je fais partie d'autres minorités mais je suis pas une femme, donc j'ai pas conscience, et même si c'est vrai que ces dernières années on en parle, la parole s'est libérée, et du coup elle s'est libérée aussi sur plein de sujets, notamment moi j'ai des problèmes de santé, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux dire... Aujourd'hui, je vais pas y arriver, je suis fatigué, c'est difficile, ce qui n'était pas audible avant, et encore moins de la part d'un mec, d'ailleurs. Tu vois, comme l'autre jour, c'est rigolo, on regardait avec ma copine, je sais plus, une comédie de Noël, et c'était complètement décalé par rapport à notre société aujourd'hui, parce que c'était un mec qui pleurait, etc. Et ça nous paraissait normal, alors que c'est un événement dans le film, tu vois. Donc on est sorti de ça, et c'est évidemment pour le mieux. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut 2 secondes s'appesantir là-dessus pour les gens qui seraient pas habitués ou qui comprendraient pas, qu'est-ce que c'est un média du coup féministe? Et ça c'est une très bonne question. Alors effectivement, j'avais pas terminé. Tu m'as posé une question à laquelle j'ai répondu que de manière comment dire, Parcellaire. partielle, merci. Partielle, pardon, non pas partielle, mais partielle aussi en vrai. Partielle aussi, ouais. Partielle aussi. Donc Popol aujourd'hui c'est devenu un média, effectivement, parce que en plus du podcast, depuis un peu plus d'1 an désormais, il y a une newsletter avec 3 autres personnes qui m'accompagnent dans cette aventure. Donc tous les articles de la newsletter sont désormais disponibles sur notre site internet popol-media.com, où vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts, tous les contenus qui sont produits par l'équipe de Popol. Et donc, on propose effectivement un regard féministe sur la politique. Un regard féministe sur la politique, ça veut dire une forme de regard genré, où on prend en compte des problématiques qui ne sont pas forcément prises en compte par les médias mainstream.
Tu vois, par exemple, je donne toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. Il y a l'une des collaboratrices régulières de Popol qui s'appelle Amandine Richaud-Crambe, qui est celle qui s'occupe du Popol Green, donc toutes les questions environnementales. Amandine, elle, est ingénieure urbaniste, donc elle a une très très grande expertise dans tout ce qui est questions environnementales, aménagement du territoire, etc., etc. Et elle avait rédigé un article il y a quelques temps sur l'impact de la canicule sur les femmes. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact de la canicule d'une manière plus liée à l'âge, typiquement. Tu vois, on va dire effectivement que ça peut potentiellement davantage impacter, bien sûr, les personnes les plus âgées. Mais on n'a pas tendance à avoir ce regard genré sur la canicule. Et Amandine soulignait très justement dans cet article, typiquement, que quand tu es une femme, l'accès aux toilettes publiques est plus compliqué que pour un homme. Et donc, du coup, les femmes ont tendance à se retenir de boire parce qu'elles savent que ça va être difficile pour elles de trouver des sanitaires et de se soulager d'aller de pouvoir pisser tranquille, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de mecs qui se mettent derrière un arbre et qui finalement tout le monde ne le fait pas évidemment, mais c'est plus simple quand même que quand t'es C'est pas une un meuf. si bon exemple parce que moi j'ai une toute petite vessie et c'est une problématique que je connais et que je comprends très très bien puisque je passe mon temps à chercher les toilettes. Parce Mais que donc toutes tu les comprends heures, encore mieux en fait. ah bah, je comprends encore mieux toutes les heures chrono. Et c'est un budget pour moi parce que en revanche j'ai besoin de m'hydrater beaucoup et donc c'est un budget même en vacances les softs. Donc je comprends cette problématique, c'est intéressant. Ça colle aussi avec une question que j'avais. Quand on a un mec et qu'on est, enfin je veux dire, je suis pas normal j'ai envie de dire, mais c'est-à-dire ouvert et qu'on a envie d'intégrer et de visibiliser tout le monde, donc les femmes y compris. Euh, on n'a pas toujours la perception, et donc là je te rejoins sur des problématiques auxquelles font face les femmes. Et moi ces dernières années avec la libération de la parole, beaucoup de copines ou ma copine m'ont parlé de sujets dont j'avais pas du tout idée, donc ça c'est cool. Est-ce que tu peux nous dire là quand même pour ceux, du coup les mecs qui peut-être écouteraient ce podcast et qui n'ont pas cet entourage, c'est quoi les thèmes ou les sujets dont on parle pas assez, pas souvent et qui sont des vraies problématiques pour les femmes que nous on peut pas imaginer pour nous ouvrir un peu l'esprit? Ah, ça dépend après de qui, tu vois, parce que effectivement on parle On parle de trucs basiques, tu vois. trucs, mais il y a tellement de choses en fait. Alors peut-être quelque chose sur laquelle je peux vraiment insister. Ne pas imaginer que c'est mieux qu'avant, en fait. Je crois que c'est vraiment ça le gros problème. C'est qu'on a toutes et tous peut-être un peu tendance à imaginer qu'effectivement, de toute façon, c'est mieux qu'avant. Donc du coup, on peut pas se plaindre. On peut pas non plus critiquer. On a le sentiment qu'on n'est que en train d'avancer de manière complètement inéluctible vers davantage d'égalité, davantage d'inclusion, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est faux. Et qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle le backlash et tous les potentiels retours en arrière qui nous pointent au nez, en fait. Et donc voilà, s'il y a vraiment quelque chose auquel je pense qu'il faut qu'on soit toutes et tous vigilantes au quotidien sur la réalité des avancées, des conquis sociaux qu'on a arraché. Et il faut être vigilant et vigilante sur le fait que c'est pas garanti à vie et qu'il faut toujours être en mesure d'être sensible à ces potentiels retours en arrière parce que ça c'est vraiment très dur. Et donc il faut être proactive et proactif dans cette recherche d'égalité, de l'inclusion à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau amical, relationnel, etc. Il faut vraiment, je pense, être toujours dans la déconstruction, dans la compréhension de l'autre et ne jamais imaginer que les choses sont acquises parce que c'est là où finalement on baisse un peu la garde et on se reprend des coups dans la gueule. Ok, super. Merci pour ces éléments. On touche à sa fin, les toutes petites questions de la fin, toutes petites, toutes faciles. C'est quoi ton petit plaisir gourmand? J'adore manger. puisque ici on parle quand même de sens, de plaisir, d'exploration de son chemin, etc. C'est quoi le petit kiff, le truc, ça va pas? Parce que ici du coup on est à mon bureau qui est juste à côté d'un des mamiches. Et donc moi le petit plaisir en ce moment c'est de temps en temps un petit chou à la crème, tu vois, quand j'ai trop travaillé, quand j'en ai marre. Et ici, tu verras beaucoup de gens au bureau avec une petite boîte de mamiche où il y a des choux à la crème. Chou à la crème, ça peut bien marcher. Moi, j'aime bien le chou à la crème aromatisé à la pistache, plus particulièrement. Chou à la crème pistache. Ouais, version italienne. Pas loin de chez... Solide. Ouais, je suis d'origine Solide. italienne, c'est important de le noter peut-être. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, j'ai peut-être un Ça vient biais. peut-être de là, ouais.
Ouais, moi je suis vraiment très. J'adore manger. Je suis très bec sucré aussi, donc n'importe quel dessert et tout. Mon vrai gros kiff de toujours, c'est la tarte au citron. Alors du coup, la tarte au citron, c'est un univers en soi. C'est-à-dire, est-ce que t'es team avec du meringué? Est-ce Pas que... forcément. Ah voilà, donc pas forcément. Donc Non. plus acide. Ouais, mais tu vois, genre un peu aéré, tarte au Ouais. citron un peu en mode mousse au citron. Ok, donc peut-être version Yann Couvreur, quoi. Il en fait une assez légère. J'ai pas eu l'opportunité de goûter, mais peut-être. Ah, tu devrais peut-être faire un crochet par chez Yann Couvreur. C'est pas désagréable. Ok, c'est quoi le bruit ou le son que tu préfères? Les gens qui chuchotent. Ah ouais, moi ça me donnerait plutôt envie de les égorger, c'est marrant. Ah, moi j'adore ça. L'ASMR, tu vois. Genre, je suis très sensible à ça. Et j'ai compris comment j'étais sensible à ça parce que je me suis souvenue. La première fois que j'ai entendu de l'ASMR, j'ai essayé de retrouver. Ça me, tu sais, ça me rappelait quelque chose. Et en fait, je me suis souvenu que lorsque j'étais étudiante et que j'étais à la bibliothèque universitaire et que je bossais, je trouvais ça mais tellement doux et réconfortant et presque, comment dire, jouissif d'entendre les gens chuchoter autour de moi. Voilà. Ouais, chuchotement. Je trouve ça génial parce qu'effectivement la nature humaine est plurielle. Moi ça aurait tendance à me taper sur le système. Ah, parfois ça m'énerve, tu vois, Ouais. quand j'essaie de me concentrer sur un truc et que j'ai besoin de silence absolu, notamment quand j'écris. Mais quand je suis en train de rêvasser, que j'ai envie de faire une pause, tu vois, et j'entends genre. J'adore. Ok, ça me fascine. Est-ce qu'il y a un mot que tu préfères, un mot qui est important pour toi, qui... Ouais, il y a un mot qui revient souvent dans ma tête, tu vois. Amour? Ouais, on peut rien dire à ça, hein, ça me va. J'avoue, c'est peut-être Pourquoi un peu amour? cliché, un peu classique, mais. Parce que c'est. Parce que c'est difficile à décrire l'amour déjà. Je pense que c'est vraiment une expérience en soi. Le fait d'aimer les autres, d'être aimé. C'est, je sais pas si quelqu'un ou quelqu'une arrivera vraiment à décrire ce que c'est. Il y a une telle pluralité en plus. Et c'est tellement protéiforme. Et puis aussi, c'est un chemin aussi. C'est-à-dire que il Oui, y a plein de aussi, ouais. nouvelles formes d'amour qui s'ouvrent, tu vois. C'est-à-dire, Exactement. avec la société qui change, tu peux aimer différemment tes parents que dans les années 60 où tu les vous voyais, etc., etc. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui, ou une œuvre qui t'a ouvert des perspectives, ou qui t'a fait comprendre qu'il y avait un autre espace d'existence impossible que tu n'avais pas identifié? C'est encore en cours. Comment ça en cours? Je suis encore en train d'explorer cette espèce d'existence à travers l'œuvre de Joan Didion, qui est une de mes autrices préférées, et qui était une journaliste et qui avait cette façon d'écrire très intime, mais à la fois, comment dire, enfin, c'est juste quelqu'un de très singulière. Et elle avait même presque un style de vie qui m'est inspirant. Et je trouve que c'était une femme d'une très grande classe à plein d'égards et d'une très grande intelligence. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, mais en ce moment en tout cas, parce que ça change hein, avec le temps. Et tu nous conseillerais de lire quoi d'elle pour commencer? Alors, je commencerai par une œuvre qui n'est pas forcément son œuvre la plus connue, mais qui s'appelle Démocratie et qui est une fiction politique, évidemment, qui implique la politique. Voilà, que je trouve assez remarquable. Je ne sais pas si elle a été traduite en France. On mettra les liens en anglais pour les Voilà. bilingues, les autres se débrouilleront, et ils feront du chat GPT. Et alors une toute dernière question qui est très intéressée. Qui est-ce que tu penses qui mériterait d'être invité dans ce podcast ou qui mériterait d'être admiré dans notre société et qui n'est pas nécessairement? En tout cas, toi, tu serais curieuse de voir son parcours, discuter comme ça pendant 1 heure. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des parcours de vie qui sont assez uniques et qui mériteraient d'être visibilisés. Je pense qu'il faut sortir de nos habitudes à vouloir toujours faire parler les mêmes personnes. Et que finalement, le mieux, ce serait peut-être de faire venir quelqu'un qui
qui n'a jamais eu l'opportunité de s'exprimer sur un podcast, mais qui a finalement... Ouais, genre ta daronne, j'en sais rien, tu vois, mais j'aimerais bien qu'on raconte Je vais pas la inviter vie. ma daronne, mais... Non, mais je sais pas, tu vois, de personnes qu'on connaît pas. Non, mais je rejoins ce que tu dis. Je sais pas si tu l'as vu, il y a un film qui est sorti récemment au cinéma qui s'appelle Perfect Days. Et ça raconte l'histoire d'un employé japonais de la ville de Tokyo qui nettoie les toilettes de Tokyo. Sauf qu'il a des rituels et sa vie, elle est très méditative, très très belle. Moi, ce film m'a fasciné. Enfin, c'est exactement ce que je défends, c'est mon mode de vie, etc., etc. Et aussi le fait que tu puisses trouver ton bonheur dans les choses simples, quotidiennes, banales. Et à mon avis, c'est aussi ça la vie. On parlait tout à l'heure des choix à la crème, mais c'est aussi le fait de voir un ami, tu vois. Ouais, déjà, et puis je pense qu'en fait, c'est important aussi de rappeler que la vie, c'est pas forcément que des gens qui réussissent, qui sont visibles, peu importe le niveau de visibilité, qui sont plus ou moins inspirantes pour certaines. Et je veux dire, on a tous et toutes autour de nous des personnes qui ne cherchent pas particulièrement la lumière, mais qui méritent d'être entendues, dont la vie mérite d'être racontée, en fait. Je suis 100% d'accord, effectivement. Ils racontent autre chose. Ils racontent comment ils trouvent du sens, comment ils trouvent du bonheur dans leur vie qui n'est pas tourné vers ce que la société considère comme du succès ou de l'accomplissement. Et effectivement, alors tu fais bien de dire ça, j'essaie d'avoir une invitée femme qui pourrait raconter qu'il y a une histoire de vie assez extraordinaire et qui nous donnerait à mon avis une leçon à tous. C'est pas encore gagné, mais je donne tout, je vous tiendrai au courant. Voilà. Merci Léa et à très Merci, vite. Mickaël. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. À bientôt pour justement le prochain épisode.